Les pirates les plus légendaires du monde viennent de la même lignée. La grande bataille de God Valley commence enfin dans ce nouveau chapitre et Chebek fait une incroyable révélation. Il est l'héritier du légendaire clan Davy. Son ancêtre est Davy D. Jones et son véritable nom à lui est Davy D. Chebek. Ce n'est pas tout, God Valley est son île natale et c'est également ici qu'un jeune Monkey D. Dragon âgé de 17 ans, soldat de la marine, découvre le monde injuste et corrompu façonné par les Tenryubito. Ces quelques mots ont sans doute dû vous faire réaliser à quel point ce chapitre demande de l'attention et de l'analyse et c'est précisément tout ce que je vais vous offrir aujourd'hui dans cette nouvelle review. Alors yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour découvrir tout ce qu'il y a à savoir sur la terrible lignée maudite des Davy D et notamment sur l'histoire tragique de Davy D. Teach, un être créé et manipulé depuis son enfance par le diable pour devenir le parfait rival de Nika, le seul danger que craint Nerona Imu. Les potes, à force, vous connaissez les rituels, donnez-moi en commentaire la note de ce chapitre, 1159 sur 10, likez cette vidéo pour l'aider à être mieux recommandée et bien sûr abonnez-vous pour m'aider à enfin dépasser les 400 000 abonnés. Nous allons pouvoir commencer après un court placement de produit qui va d'ailleurs beaucoup vous intéresser, alors merci à vous et à tout de suite. Je vais vous présenter le sponsor de cette vidéo, Vinted. Vinted, c'est l'application de référence pour acheter et vendre facilement des articles de seconde main, vêtements, accessoires, mais aussi livres, jouets, déco, ainsi que de l'électronique comme des consoles, des jeux vidéo ou même des téléphones. L'application est hyper simple et sécurisée, vous pouvez faire une offre, discuter directement avec les vendeurs, suivre l'envoi de votre colis et tout ça au même endroit. Si vous voulez vendre quelques articles pour vous en débarrasser et récolter quelques modestes pièces de cuivre, alors sachez qu'il n'y a aucun frais pour les vendeurs, vous recevez exactement le montant total de votre vente. De mon côté, j'ai créé mon propre compte Vinted et j'y mets en vente plusieurs pièces de One Piece comme des cartes, du TCG, qu'on ouvre en live d'ailleurs, des figurines, des jeux de société envoyés par Topi Games, bref, vous pouvez tout retrouver directement via le QR code qui s'affiche à l'écran. La mise en ligne se fera le 10 septembre à 18 h, annoncé avec un compte à rebours sur mon compte Vinted que vous pouvez déjà visiter dès maintenant avec ces articles. Donc, si vous voulez être sûr de ne rien rater, abonnez-vous dès maintenant à mon compte Vinted Yonko Goji et ajoutez les articles en favoris parce que j'ai des infos comme quoi Nami est déjà en train de scruter le compte. À tout moment, elle est plus rapide que vous et repart avec tout le butin. Alors j'ai aucun doute sur le fait que mon compte se fera vider en 2 minutes chrono et s'il ne reste plus rien, je vous invite à participer. Si vous avez aussi un compte Vinted, n'hésitez pas à mettre votre lien en dessous de mon commentaire épinglé, comme ça on partage tous nos dressings et la commu peut en profiter. Si vous n'en avez pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est rapide et gratuit. Alors rendez-vous sur mon compte Vinted Yonko Goji et toutes les informations sont en description. Ça arrive et pour de vrai, l'incident de God Valley a lieu, nous le vivons dans ce flashback et l'un de ses éléments déclencheurs est révélé en début de chapitre. Comme nous l'avions prévu il y a quelques semaines, Shaki s'est faite kidnapper par le gouvernement mondial pour se retrouver en grand prix final du tournoi des dragons célestes à God Valley. Le joyau de la ruche était voué à devenir la femme ou l'esclave au choix du dragon céleste qui l'emporterait. Comme je le disais, ce n'était même plus vraiment une théorie puisque c'est précisément ce que le chapitre 1157 laissait sous-entendre et c'est ce que je vous disais dans la review. Là où par contre Oda m'a surpris, c'est celui qui est à l'origine de tout ça. Un traître se cachait bel et bien dans l'équipage des Rocks et il s'agit non pas de Kyo, mais d'Ochoku qui a passé un deal avec le gouvernement mondial échangeant Shaki contre une grosse somme d'argent. Ça explique pas mal de choses, ça explique pourquoi Ochoku n'a pas été dessiné comme sensible au charme de Shaki, ça explique pourquoi c'est lui qui a repris le contrôle de la ruche après la fin des Rocks et pourquoi Teach l'a défait 38 ans plus tard. Effectivement, on peut voir ça comme une belle revanche du fils envers l'équipage de son père. Il a repris ce qui lui appartenait de droit, le territoire de Chebek, tout en mettant un terme à la carrière du traître de leur équipage. Notons aussi que Ochoku a tué Marlon, sûrement car il avait découvert le deal passé avec le gouvernement et qu'il s'apprêtait à tout répéter aux Rocks. Ce meurtre au sein de l'équipage m'a particulièrement marqué et savez-vous pourquoi ? Non pas que j'appréciais spécialement Marlon ou que j'ai été surpris que Ochoku puisse faire une chose pareille. Après tout, quand on voit la fourberie dont est capable de faire preuve son fils présumé Caribou, il n'est pas étonnant que le père soit de la même veine. Non, moi ce qui m'a marqué, c'est justement que ce fut le premier et le dernier meurtre au sein de l'équipage des Rocks dans ce flashback. La première trahison interne recensée dans ce flashback est qu'elle a eu lieu avec la complicité du gouvernement et tout juste avant l'événement de God Valley. Pourtant, d'après les mots de Sengoku au chapitre 957 qui introduisait la terreur des Rocks, il n'y avait aucun doute possible. Cet équipage était terrifiant, sanguinaire, à la fois envers les civils, mais aussi entre eux, s'entretuant en permanence. Et excepté le piège tendu par Shiki Akio dans le chapitre 1157, pouvez-vous me citer un seul passage où les Rocks se sont trahis ou entretués? Pouvez-vous me citer une seule scène où Chebek s'en prend aux civils, excepté sur Fat Colony, le temple de la bienfaisance internationale qui détournait de l'argent destiné aux enfants? Donc encore une fois, la seule trahison qu'il y a eu dans cet équipage, elle a été en partie provoquée par le gouvernement, le même gouvernement qui au chapitre 957 dépeignait les Rocks comme des monstres assoiffés de sang.
Drôle de coïncidence, n'est-ce pas, à croire que leurs méthodes n'ont pas forcément changé en 36 ans, puisque sur Marineford, là encore, ils étaient capables de manipuler Squardo pour qu'il se retourne contre Barbe Blanche. Alors au final, pouvons-nous enfin dire et avouer que les Rox ne sont pas les fous furieux sanguinaires que l'on pensait? Que finalement, cet équipage, bien qu'il ne soit pas le plus équilibré, était beaucoup plus soudé qu'on ne le pensait et qu'il n'a fait que subir la propagande du gouvernement. En tout cas, si vous ne le saviez pas encore, vous saurez que la prochaine fois que le gouvernement parle des pirates, il y a fort à parier que rien de tout ce qui a été dit ou fait ne soit vraiment fidèle de la réalité. Pour en revenir au sujet principal, celui de la capture de Shaki, elle sera donc destinée à être remportée par Garling dans ce grand tournoi. Les Rox viendront bien essayer de la sauver, même si parmi eux, tous n'ont pas le même objectif, comme Big Mom davantage intéressée par les fruits du démon qu'elle pourrait récupérer pour ses enfants, ou Chebek, lui, qui veut protéger sa famille. Ce qui signifie que sur God Valley, en plus de l'affrontement Roger-Chebek, il y a aussi le combat en parallèle pour le sauvetage de Shaki. Un combat qui opposera deux de ses prétendants, Garling et bien sûr, Rayleigh. Son bourreau contre son amour, celui qui deviendra le nouveau champion du tournoi de God Valley, sera aussi le libérateur ou le geôlier de Shaki. Si ce flashback continue sur cette lancée, alors nous verrons bel et bien le vice-capitaine de Roger affronter celui qui deviendra plus tard l'un des 5 doyens. C'est finalement dans une parfaite continuité et logique quand sur Elbaf, Gaban, l'autre aile du roi des pirates, a affronté lui aussi un chevalier divin, Somers, et n'a eu aucun mal à prendre l'avantage. Dites-vous que prochainement, le seigneur des ténèbres et le champion des dragons célestes s'affronteront, et si l'écart de puissance est le même qu'entre celui de Gaban et Somers, Rayleigh ne laissera strictement aucune chance au père de Shanks et de Shamrock. Bon, nous allons pouvoir commencer à rentrer dans le vif du sujet, un sujet qui concerne Chebek et sa famille, ainsi qu'un certain Davy Jones. Alors que toutes les grandes forces se préparent à participer à la grande bataille de God Valley avec chacun des raisons qui leur sont propres, celle de Rox était des plus honorables et sincères et il les dévoile à Harald, venu l'intercepter et le dissuader de combattre. Voici ce que Chebek révéla à son ami qu'il verra pour la dernière fois. Rox n'est pas son vrai nom, sa véritable identité est Davy dit Chebek. La famille Davy est un danger que le gouvernement cherche à éradiquer depuis des siècles. En effet, ils sont les héritiers du légendaire pirate Davy Jones, celui à l'origine même du Davy Backfight, ce fameux pirate qui, dit-on, a été condamné par le diable lui-même à vivre sous les profondeurs de l'océan. Depuis tout ce temps, les héritiers du clan Davy doivent vivre cachés du monde, survivant de justesse, un fardeau que Chebek aura donc propagé à la femme qu'il aime et l'enfant qu'ils ont eu. Pour les protéger, il les a envoyés dans son pays natal, God Valley, pensant les isoler suffisamment du monde, mais tout porte à croire que la fameuse grande découverte faite par Garling sur cette île il y a 2 ans était en réalité la survie de ce clan qui a très probablement été l'ennemi d'Imu par le passé. Le devoir de Chebek est donc de sauver sa famille sur God Valley sans éveiller les soupçons de son propre équipage. Finalement, Harald ne barrera pas plus la route à Chebek, leurs chemins se séparent, cette fois-ci définitivement. Bon, eh bien, sacrée révélation, la révélation d'une nouvelle famille de Dee, en plus de ça et pour la première fois dans l'histoire de One Piece, des Dee qui sont craints depuis le siècle oublié tout en étant liés à Davy Jones et God Valley. Waouh, vous devez vous en douter, mais on va passer un bon bout de temps sur cette partie, je vais analyser chaque lettre de cette révélation et vous proposer également une théorie sur Teach qui, je suis sûr, vous convaincra en un instant. Commençons par parler de cette fameuse lignée des Davy. Alors que durant des centaines de chapitres et des dizaines d'années, Davy Jones n'était qu'une sorte de mythe à laquelle on rattachait le jeu de pirate du Davy Backfight, le chapitre 1155 a commencé à changer la donne. Davy Jones était à nouveau mentionné, mais cette fois-ci dans l'échange entre Chebek et Imu, les deux plus mystérieux personnages de One Piece. À ce moment-là, précisément, il n'en fallait pas plus pour allumer la braise ardente des théories que la communauté aime tant élaborer à chaque chapitre, un lien existait entre Davy Jones, Chebek et son fils. Un lien encore flou, mais présent. Moi-même dans ma review, j'ai exploré diverses pistes sur la nature de cette relation que tissait Oda entre les Rox et Davy Jones. J'essayais même de voir si ce Davy Jones avait un lien avec Vanderdecken. Quoi qu'il en soit, je disais ceci. Pour Chebek, Vanderdecken sera alors plutôt connu sous le nom de Davy Jones et c'est la raison pour laquelle il serait fan de lui. Peut-être car il est lié à cette famille, peut-être car il en est un descendant, un héritier à la Mont-Blanc Criquet et Mont-Blanc Norland. Je dois bien avouer que je ne serais pas allé jusqu'à penser que la véritable identité de cette légende était Davy D. Jones et que Rox n'était pas le vrai nom de Chebek. Pourtant c'est le cas et aujourd'hui ça en dit beaucoup sur la lignée de Teach. D'ailleurs avant de théoriser, mieux vaut résumer les informations que nous avons les concernant. Elles ne sont pas très nombreuses, mais chacune d'elles est vraiment importante pour la suite. Davy Jones est donc un pirate légendaire ayant existé d'après Robin il y a
des siècles et qui aujourd'hui dans ce chapitre est confirmé comme ayant vécu il y a 800 ans. En effet, cela fait 800 ans que le clan Davy avait disparu d'après les révélations du dragon céleste à la fin du chapitre. 800 ans, c'est aussi la fin du siècle oublié, confirmant indirectement l'importance majeure que Davy D. Jones devait avoir dans le conflit mondial qui se déroulait en ce temps-là. De plus, et même si nous savons parfaitement que le clan Davy existait à cette époque, le clan des Davy est le seul à avoir été confirmé comme actif dans la lutte contre le gouvernement mondial. L'autre clan était les Néfertari avec Lily à sa tête et qui, bien que considéré comme membre des 20 rois fondateurs, s'est opposé à la fondation d'une caste d'élite isolée du monde sur Marie-Joise. Davy Jones a été maudit, plus précisément a été banni par le diable à vivre sous les profondeurs marines. Ce qui semblait être une légende se rapproche beaucoup plus d'une forme de réalité depuis qu'Imu s'est présenté comme le diable de One Piece avec son trident, ses ailes, sa queue pointue et ses techniques de contrôle et de manipulation démoniaque. Également, la mention de Davy Jones dans l'interaction entre Imu et Chebek récemment n'a fait que confirmer que Jones aurait bel et bien vécu et surtout rencontré Imu. Finalement, nous apprenons aujourd'hui qu'en plus de tout le reste, le vrai nom de Jones est Davy D. Jones, membre du clan des D, et que contrairement à tous les autres D jusqu'à présent, cette lignée vivait cachée depuis 8 siècles tant le gouvernement avait une haine envers eux et les traquait sans relâche. Voilà donc tout ce qu'il faut savoir autour de ce pirate et de sa légende. S'il était difficile avant de cerner le personnage et l'attrait que pouvait avoir Chebek pour lui, aujourd'hui tout est différent et on peut enfin poser des bases plutôt concrètes. À vrai dire, et suite à ce chapitre, 2 théories bien précises ont popé dans mon esprit concernant ce pirate de légende. 2 théories qui méritent d'être développées, l'une sera un petit peu plus vaste, l'autre un peu plus précise, mais j'ai très hâte de vous les dévoiler, alors les voici. L'étroite connexion entre Davy Jones et Vanderdecken, et bien sûr, Davy Jones est la réelle identité de Joy Boy, le premier pirate d'il y a 900 ans. Nous allons commencer par la première théorie et analyser à nouveau ces 2 mythes de la piraterie. En effet, je dis à nouveau car dans la review du chapitre 1155, je vous disais trouver ça bizarre. Très bizarre même que Davy Jones et Decken aient eu un destin quasiment similaire. Comme je le disais pour Jones, il a été banni dans les fonds marins par le diable à y errer le restant de ses jours, devenant un véritable démon des profondeurs. Et pour Decken, la description est quasiment similaire, sauf que lui ce n'est pas le diable qui l'a banni, mais Dieu, après l'avoir provoqué et après avoir tué son équipage d'un coup de folie. Toutes ces légendes finiront par être expliquées et nous découvrirons très probablement des détails non mentionnés jusqu'à présent, ainsi qu'une toute autre version de l'histoire, mais moi je reste convaincu que c'est étrange. C'est étrange que Oda ait décrit 2 personnages de l'ancien temps avec une histoire similaire. C'est pourquoi je pense que Davy Jones et Vanderdecken sont connectés, voire sont la même personne. Mais ça ne s'arrête pas là. On sait que la légende de Davy Jones fait de lui un démon qui récupère les trésors tombant dans les fonds marins, n'est-ce pas? Eh bien, le descendant de Vanderdecken, celui rencontré par les Mugiwara, fait exactement la même chose avec Wadatsumi en pillant les cargaisons des bateaux, s'aventurant dans les profondeurs des océans, créant ainsi un nouveau point commun. Ce Vanderdecken 9e du nom laisse par ailleurs présager que chaque génération de sa famille perdurera durant une centaine d'années, faisant ainsi de Vanderdecken 1er du nom un pirate du siècle oublié, comme Davy Jones. En parlant d'héritier, quelque chose me paraît davantage étrange. En juillet, lorsque je discutais du chapitre 1155 en live avec vous, et donc de ce possible lien entre Davy Jones et Vanderdecken, on m'a fait remarquer qu'il en existait un de Jones de One Piece qui vit à notre époque et que Luffy a combattu, Odie Jones. Attention, ça risque d'être un peu technique, mais du coup, imaginons que Vanderdecken est bel et bien Davy Jones. Après avoir été maudit à errer dans les océans, il aurait malgré tout eu une descendance avec une sirène qui donna lieu à plusieurs branches de la famille Davy et Vander. Cela ferait du 9e Vanderdecken de Odie Jones et aussi de Teach des sortes de cousins éloignés, expliquant par ailleurs l'exceptionnelle ressemblance entre Odie Jones et Marshall D. Teach, surtout lors de leur enfance, une corpulence similaire, des cheveux similaires, des yeux similaires, mais aussi carrément un béret similaire. Et concernant la fameuse malédiction qui les ont frappés, rappelons que Decken aurait semble-t-il pété un plomb en s'attaquant à son propre équipage et que l'histoire de Davy Jones ne serait pas très loin de cette version non plus, car dans le SBS du tome 38, Oda révélait que parmi les nombreuses légendes concernant Davy Jones, l'une d'elles mentionne un capitaine pirate, bon à rien et menteur qui était tellement cupide qu'il volait tous les trésors de son équipage. Ces 2 légendes sur ces 2 pirates, quand bien même elles sont proches l'une de l'autre, seraient également bien différentes de la réalité, précisément pour les diaboliser. La vérité serait que c'est Imu, grâce à son pacte avec le diable, ou son Domi-Riversi, qui a manipulé l'esprit de Jones Decken pour qu'il attaque son équipage, exactement comme elle a fait avec les géants d'Elbaf très récemment. Elle l'aurait fait non pas sans raison, mais pour éliminer le danger qu'il représente, lui qui connaissait la principale
princesse sirène Poséidon et qui voulait justement naviguer sur l'île des hommes poissons pour la rencontrer, comme son descendant nous l'a confirmé. Donc le clan Davy serait particulier car leur ancêtre serait le premier pirate maudit par Imu. Pour avoir cherché à récupérer les armes antiques, notamment Poséidon, l'un des plus grands dangers pour la reine de la famille Nerona. De peur que ses descendants vivent avec la même volonté, celle de détruire cette coalition de 20 rois qui deviendra le gouvernement mondial, tous les Davy seront chassés et forcés à vivre dans l'ombre, changeant leur nom, bien qu'animés par le même désir de liberté propre au clan Davy. Ok, donc ça c'était la première théorie sur l'histoire autour de Davy Jones et surtout son étrange lien avec Dekken. Un lien existe entre eux, j'en suis persuadé. Après de là à valider cette théorie, seul le temps nous le dira. Il y a donc la deuxième hypothèse, celle faisant de Davy D. Jones le véritable nom d'une autre légende de One Piece, une légende intimement reliée à Luffy, Joy Boy. Ce qui ne semble être qu'un pseudo, voire un titre, cachera sans aucun doute un véritable nom et prénom, très probablement porteur de la lettre du D également. Si la première théorie pouvait être un petit peu difficile à appréhender en mélangeant l'histoire des deux personnages, celle-ci sera des plus simples et ses arguments les plus facilement assimilables. Tout d'abord, Joy Boy était d'après Vegapunk le premier homme qu'on appellera pirate et a vu le jour dans l'ancien royaume il y a 900 ans. Jones lui est devenu un symbole de la piraterie, le plus grand pirate connu peut-être en ayant un jeu de pirates à son nom et même une île, la ruche, le paradis des pirates. Donc rien que là, Joy Boy pourrait être celui ayant inspiré une génération entière d'aventuriers à prendre la mer et à se faire appeler pirates. Ensuite, il y a ce mythe de la malédiction. On sait que Joy Boy a affronté Imu, ils étaient ennemis, et on sait aussi que celui qui a survécu à leur affrontement, eh bien c'est Imu, le diable capable de lancer des malédictions. Joy Boy aurait pu être maudit par Imu à vivre sous les océans, dans les profondeurs abyssales, faisant aussi écho au monde englouti du siècle oublié, après la hausse de 200 mètres du niveau de la mer. Si Davy Jones et Joy Boy, cela explique aussi parfaitement pourquoi le gouvernement a cherché à effacer cette lignée et son nom, et pourquoi cette lignée ne réapparaît qu'après 800 ans, bien que les dits soient diabolisés, ils ne le sont pas autant que les Davy, et ça pourrait s'expliquer par la présence du personnage principal du siècle oublié dans leur clan, Joy Boy. Autre chose, si vous avez bien suivi, vous avez compris que le mythe le plus intimement relié à Davy Jones, c'est celui de son coffre, que ce soit dans One Piece ou dans la légende de notre monde. On dit que le casier de Davy Jones recèle tous les trésors coulés dans les océans, expliquant pourquoi, lorsque Oda l'a dessiné, il a représenté avec un coffre au trésor pour marquer sa cupidité et son attrait pour l'or. Eh bien, si Davy Jones est vraiment Joy Boy, son fameux coffre à trésor représenté par tout ce qui coule dans les fonds marins ne serait rien d'autre que le One Piece lui-même. Le légendaire trésor du premier pirate serait finalement exactement le même que celui de Jones, ce sont tous les trésors engloutis sous les eaux. Une hypothèse d'ailleurs évoquée par un pirate sur l'île de la Ruche lors du discours de Vegapunk sur le monde. Un disait que les fonds marins du monde entier regorgent de trésors, un autre répondait qu'il n'y a sûrement pas que des cités d'or de partout. Et ça, j'en doute, oui, les fonds marins sont remplis d'or. C'est exactement le mythe de Davy Jones, mais ça serait aussi le trésor de Joy Boy qu'il a laissé au fond des océans à la suite de la montée des eaux. C'est pourquoi l'histoire de Cricket sonne si différemment avec cette révélation. Lui qui plongeait dans l'océan pour trouver les trésors de ce monde était un précurseur de la prochaine vague de chercheurs de trésors qui s'aventureront dans les profondeurs océaniques. Et oui, les cités d'or pouvaient être encore plus nombreuses il y a de cela 800 ans. Chandora a été plus ou moins préservée de ce cataclysme et était constituée d'or à chaque centimètre carré de la cité. L'existence d'au moins 6 autres cités est parfaitement envisageable puisque dans notre monde, le mythe des cités d'or s'élève au nombre de 7, plus connu sous le nom des 7 cités d'or Cibola. Donc non, Roger n'aurait définitivement pas obtenu le One Piece, le trésor de Joy Boy, le trésor de Davy Jones, il aurait par contre appris sa véritable existence dans les profondeurs de son monde, un trésor inaccessible à l'image de celui de Don Chinjao que seule la puissance de son crâne pouvait débloquer. Le casier de Davy Jones serait l'ancien continent sommeillant sous les océans, mais aussi et surtout le coffre contenant le plus grand trésor du monde, le One Piece. Et Luffy ne pourra l'obtenir qu'en révélant la véritable histoire du siècle oublié. Pour finir, tout ça c'est bien beau, mais cela signifie que ce vieux personnage dévoilé dans le SBS serait donc Joy Boy, Nika? Eh bien oui et non, car ce dessin ne représente pas le vrai Davy Jones. C'est une version rapide, un petit peu bidon même, c'est littéralement ce qui est écrit en japonais à côté de lui, le désignant. Prenez ça comme le premier personnage alternatif désigné par Oda, à l'image des Mugiwara qu'il a fait s'ils avaient bien tourné aux âges de 40 et 60 ans. Davy Jones, aussi appelé Joy Boy, rappelant la joie se disant sur son visage dans ce même dessin, serait donc un homme bien plus badass que cette version griffonnée, et vous savez très bien à quel point les premiers designs d'Oda ne sont pas la représentation fidèle et finale de l'apparence d'un personnage. Voici donc la deuxième théorie sur l'identité de Davy Jones. Nous avons vu qu'il pouvait s'agir de Joy Boy et j'attends vos retours. Dites-moi le scénario que vous préférez entre ces deux-là que je vous ai proposé. Pour finir, avant de passer à la théorie sur Teach, parlons du clan de Davy dans sa globalité. C'est sûrement l'une des parties les plus compliquées à traiter car elle demande à faire vraiment appel à notre imagination. En effet, Chebek dit à Harald que sa lignée, son clan, a cherché à être effacé par le gouvernement mondial à cause de Davy D. Jones. Mais ils ont
quand même réussi à survivre durant tous ces siècles en exerçant une autorité au sein du monde des ténèbres. C'est ce monde des ténèbres qui pose problème, car ce qu'on pourrait imaginer de base, c'est qu'il s'agit de la pègre, la mafia de l'ombre de One Piece. Cette organisation illégale permet le marchandage de biens interdits à la vente, d'armes biologiques ou destructrices. En bref, la pègre porte très bien son nom. Mais est-ce vraiment cette même organisation qui a protégé le clan Davy? Pour quelle raison? Car de tout ce qu'on a pu voir, eh bien, tous les clients de cette organisation sont des gens très égoïstes, n'ayant aucune raison de vouloir mettre leur vie en danger pour un clan en qui ils n'ont aucun lien. Preuve avec Doflamingo ou Stussy par exemple, qui sont intimement liés au gouvernement mondial. D'ailleurs, le gouvernement lui-même fait partie de cette organisation. N'est-ce pas paradoxal de les imaginer protéger ceux qu'ils traquent? C'est pourquoi le monde des ténèbres ne serait en rien la pègre, mais une autre civilisation, et là je dois vous en parler. Les races du monde de One Piece sont parvenues à difficilement survivre au siècle malgré la haine que leur voue le gouvernement, prêt à éliminer chaque vestige de l'ancien temps. Souvenez-vous du chapitre 1121, Vegapunk adresse un message particulier à ceux qui appartiennent à une race unique, disant qu'ils sont persécutés et massacrés sans relâche à cause d'un mystère de l'histoire. Pourtant, certains boucaniers, certains lunarians aux 3 yeux ressortent de temps en temps, prouvant leur envie de vivre comme chaque être humain, sans discrimination, mais prouvant aussi leur survie depuis des siècles et des siècles. Et si ce monde des ténèbres était en fait une civilisation parallèle à celle du monde connu? Une civilisation qui recueille et protège depuis des siècles les nations, clans et tribus persécutées par le gouvernement mondial. Une civilisation cachée aux yeux de tous dans les entrailles du monde, peut-être dans la fameuse et légendaire cité d'Emeraude mentionnée par Bellamy. Cette cité serait dirigée depuis 800 ans par le clan Davy qui, en attente du jour fatidique où Lady et Joy Boy reviendront pour libérer le monde, se cachent et vivent entre eux. Des lunarians, boucaniers, des dits et même d'autres races craignant le courroux du gouvernement, y vivraient reclus ensemble depuis des siècles et on leur doit la survie de leur peuple. Mais par moments, certains ont besoin d'un peu plus de liberté, un peu plus d'espace dans lequel évoluer. C'est pourquoi des Albert ou des Crap représentant des lunarians et des boucaniers se retrouvent à affronter la difficile réalité du monde extérieur. Finalement, une histoire assez similaire aux parents de Doflamingo qui ne voulaient plus vivre au sommet du monde avec les autres Tenryubito, renonçant à leurs droits et leur noblesse. Alors quand Chebek dit à sa famille de faire confiance au clan Davy et que ce clan continue de vivre dans le monde des ténèbres, il s'agirait en fait d'une référence à cette civilisation inconnue de tous, sauf de ses habitants. Chebek aurait grandi avec eux avant de répondre à l'appel de la mer. Un mythe qui vous rappellera peut-être celui d'Agartha, une légende de notre monde qui mentionne un royaume souterrain situé dans le centre de la Terre. Peuplé d'humains évolués technologiquement, son roi est appelé le roi du monde et Agartha serait une source de connaissances anciennes, gardant les secrets du monde, se protégeant des cataclysmes en surface. C'est précisément mot pour mot la description que je vous ai fait de ce monde des ténèbres mentionné par Rock, celui qui voulait d'ailleurs devenir le roi du monde. Et le comble de l'ironie, c'est que ça rejoint directement l'une des théories majeures de Nina, mentionnant aussi le royaume d'Agartha, et ce bien avant l'existence de ce chapitre. Le nom du monde des ténèbres serait alors particulièrement bien choisi pour désigner cet espace, puisque toutes ces races sont un morceau de cette partie obscure de l'histoire de One Piece en étant reliées au siècle oublié, une période de l'humanité inconnue pour ceux ne l'ayant pas vécu. Wow. Imaginez ça, quand même. Imaginez une civilisation cachée sous la terre portant le poids de ces 800 années de souffrance. C'est rare que j'aime autant une théorie au point de littéralement ne pouvoir et ne vouloir que ça pour la suite de l'histoire. Une civilisation qui aurait sa propre culture, la culture de l'ancien royaume, regroupant des fresques, des artefacts et des histoires de l'ancien temps ayant survécu à la destruction du gouvernement mondial. Vous verrez, si ce n'est pas exactement ça, je suis persuadé qu'Oda fera quelque chose d'à peu près similaire. On se donne rendez-vous dans quelques années, ici même, pour jauger le niveau de cohérence de cette théorie. Maintenant que nous avons vu quasiment tout ce qu'il y a à voir sur les Davy et leur histoire, passons à cette fameuse théorie sur Teach qui risque très probablement de changer la vision que vous avez de ce personnage et de son histoire. Avant qu'elle ne débute, je vous invite quand même et malgré tout à laisser un like sur cette vidéo pour soutenir le travail de fou qu'elle a demandé. C'est l'impact le plus positif que vous pouvez avoir sur la chaîne et c'est totalement gratuit. Alors merci à vous. Ce chapitre a fait fleurir dans mon esprit une nouvelle théorie sur Teach et m'a totalement charmé en un seul instant. Une théorie qui pourrait expliquer qui il est, mais surtout qui il s'apprête à devenir pour le gouvernement. Vous pensiez que Teach était un être avec un libre arbitre, capable d'accomplir la destinée qu'il a choisie. Vous pensiez, vous aussi et tout comme moi, qu'il allait poursuivre le rêve de son père, celui d'anéantir le gouvernement mondial. Si je vous disais que ce n'était ni l'un ni l'autre. Si je vous disais que Barbe Noire est et sera encore dans le futur le pion d'Imu, sa carte Joker pour remporter la nouvelle guerre qui se prépare. Barbe Noire serait un être façonné par Imu pour devenir l'arme ultime contre Nika et le retour de Joy Boy. Barbe Noire a été destinée à non pas combattre le gouvernement, mais à le sauver et je vais tout vous expliquer. Nous sommes d'accord que Luffy, en incarnant l'image de Joy Boy de cette époque, est celui qui se dressera naturellement contre le gouvernement mondial et donc contre Imu, car Joy Boy était autrefois
leur ennemi. Nous ne connaissons pas précisément l'histoire ni les tenants et aboutissants de ce conflit opposant l'ancien royaume aux 20 rois, mais une chose est absolument certaine, à un moment de leur existence, une guerre a éclaté entre eux, opposant Joy Boy à ses rois, dont Imu, qui tiendra la tête du gouvernement durant 800 ans. Sans vraiment savoir pourquoi non plus, cette guerre, d'après les déclarations récentes de Vegapunk, n'est pas terminée, c'est-à-dire que malgré la destruction et la disparition de l'ancien royaume, malgré les 8 siècles qui se sont écoulés, ils n'ont pas marqué la fin de cette bataille qui a littéralement changé le monde entier. Ce qui fait alors sens avec le retour de Luffy en Joy Boy, l'un des principaux acteurs de cette guerre, qui lui aussi s'oppose naturellement au gouvernement mondial, aux ennemis d'autrefois, confirmant bien que oui, cette guerre est toujours d'actualité et est perpétuée par les héritiers d'un temps passé. Mais alors, quel rapport avec le sujet initial, Teach? Quel rapport avec ce personnage qui à première vue ne semblait ni lié au gouvernement, ni même à Joy Boy? Eh bien, c'est précisément ça le problème. Pour l'instant, Teach n'a pas sa place dans cette guerre antique, au point où nous nous sommes mis à douter qu'il sera vraiment l'ennemi final de Luffy, scénario pourtant inébranlable avant l'apparition d'Imu. Nous avons alors tout imaginé pour lui donner un rôle dans le grand final de One Piece, car il en aura un, c'est évident. Teach est bien trop important depuis quasiment le début de l'œuvre, et ce flashback révélant l'histoire de son père n'a fait que confirmer cette certitude. Allait-il être vaincu par Luffy avant que ce dernier ne vienne à bout d'Imu? Est-ce Imu qui allait le vaincre? Ou au contraire, est-ce que Teach sera l'ennemi final, le barrage ultime de Luffy à son titre de roi des pirates? Petit à petit, les cases dans lesquelles on pouvait placer Barbe Noire se multipliaient, plus il y avait de possibilités, moins son rôle semblait avoir de l'importance. Pourtant, cette dernière théorie pourrait totalement dissiper cette crainte. Teach est un pion d'Imu. Après avoir failli perdre la guerre contre Joy Boy et en étant encore aujourd'hui extrêmement sensible à son acquis des rois colossal, Imu a cherché à créer l'être parfait. Cet être allait avoir la lourde tâche de combattre Joy Boy et les pouvoirs du dieu soleil, il allait devoir résister à sa puissance mais aussi être capable de l'annuler en la dominant. Cet être serait choisi pour son potentiel et sa destinée unique. Il ne pouvait pas être n'importe qui, devait avoir un sang spécial, le sang d'un grand conquérant. Pour finir, cet être devait être maudit dès son âge. Mais surtout, il ne le saurait jamais. Il devait être persuadé de suivre la vie que son propre destin lui guidait. Il devait être convaincu de la liberté de son existence et de ses propres choix. À terme, cet être se révélera comme étant le salut d'Imu, le pion ultime, la marionnette parfaite pour combattre le dieu soleil et ses étranges pouvoirs. Il allait alors avoir besoin d'un fruit du démon très particulier, le plus démoniaque de tous comme lui-même aime l'appeler, le fruit des ténèbres, un extrait direct des pouvoirs du diable en personne, et puis d'un deuxième, aussi le plus puissant des paramécias, le Gura Gura no Mi, capable de détruire tous les royaumes s'opposant à lui. Cette prouesse de consommer 2 fruits du démon, une première dans l'humanité d'après le Gorosei, étant un don d'Imu pour l'être parfait qu'elle peut enfin façonner après 800 ans d'errance. Mais autant de modifications, autant de malédictions dans un corps menacent cet être à ne plus jamais pouvoir fermer l'œil, et ce depuis sa plus tendre enfance, l'empêchant ainsi de cultiver ses propres rêves, des rêves qu'Imu risquait de ne jamais pouvoir contrôler. Cet être, c'est Marshall D. Teach, ou devrais-je l'appeler Davy D. Teach. Alors que la guerre de God Valley bat son plein et que Chebek, plus grand danger du gouvernement, se bat pour protéger sa famille, ici même sur sa terre natale, Imu va apparaître. Elle va apparaître et comme je disais dans ma dernière review, elle va s'opposer à Roger et Chebek, soit en étant dans sa vraie forme, soit en prenant le contrôle de quelqu'un là-bas, exactement comme elle a fait avec Gunko. Contre tout ce qu'on croyait, ce n'est pas l'alliance Roger Garp qui est venue à bout des rocks et qui a tué Chebek. C'est bien Imu. Il se sera sacrifié pour protéger sa famille présente sur place sans malheureusement pouvoir l'emporter sur le diable en personne, le même diable qui aura banni son ancêtre Davy D. Jones dans les ténèbres des océans. Avant que God Valley disparaisse et reconnaissant en Teach l'héritage des Davy, Imu le maudira. Elle le maudira car c'est le principe même de ses pouvoirs. Le demi-reversi face au géant d'Elbaf ainsi que la possession à distance de Gunko sont les preuves parfaites et formelles qu'elle peut manipuler, contrôler et transformer les autres êtres vivants. Son autre pouvoir, le pacte du diable, sacrifie de l'espérance de vie pour conférer les pouvoirs du démon. Alors pourquoi n'aurait-elle pas pu faire de même pour Teach, ce garçon en qui elle remarqua une destinée prodigieuse, l'héritier de celui qui tenta autrefois de l'attaquer sur Marie-Joise. C'est ainsi que débute vraiment le fardeau de Teach. Il ne dormira plus, il se passionnera inexplicablement pour les fruits du démon, notamment pour le plus démoniaque d'entre eux, le Yami Yami no Mi, sans savoir que même ce désir n'est qu'une chimère créée de toutes pièces par Imu. C'est aussi elle qui lui mettra ce fruit du démon sur sa route, mettant définitivement en place ce plan ayant mis 36 ans à mûrir. Quand il deviendra pirate, le gouvernement lui accordera une prime dérisoire de 0 berry, précisément pour le protéger le temps qu'il gagne en puissance et qu'il obtienne une nouvelle prime par pur mérite en devenant assez fort pour vaincre Ace, achever Barbe Blanche et se faire une place au sein des empereurs en seulement 2 ans. Durant ces 2 années, et encore sans le savoir, la quête des fruits du démon dans laquelle s'est lancé Teach et son équipage n'était pas dans leur intérêt à eux, mais dans celui d'Imu.
Dimmu, la reine des démons, celle qui peut contrôler tous les pouvoirs de ses fruits. Aujourd'hui, Barbe Noire avance et devient de plus en plus fort, de plus en plus influent, sans savoir que cette puissance est au service d'une entité divine régnant au-dessus de lui. Au final, Teach est plus que toujours, avec cette théorie, le parfait opposé à Luffy. Lui qui a été choisi pour incarner le dieu Nika par le rêve inné de liberté qui l'anime, devra affronter celui manipulé et destiné à accomplir les désirs Dimmu, la seule qui redoute les pouvoirs du guerrier libérateur. Luffy, toujours guidé par le soleil et seul être capable de lever l'aube face à l'homme assailli par les ténèbres, créé exclusivement pour le contrer. Ça expliquerait tellement de choses, ça expliquerait pourquoi les pouvoirs des ténèbres et du diable sont dans le fond aussi similaires, ils sont dédiés à combattre le même ennemi commun. Barbe Noire est une anomalie dans ce monde. Héritier d'une lignée de 10 spéciales, il est contrôlé par l'ennemi ancestral de son clan qui a autrefois banni Davy D. Jones dans les océans. Il est un esclave libre, vivant dans une illusion permanente du contrôle de son destin, alors que la marque de la bête est scellée au plus profond de lui. Son rôle ne sera pas de dominer le monde ou de devenir le roi des pirates, mais bien d'empêcher Nika de lever le soleil en représentant son opposé parfait, autant en termes de pouvoir qu'en termes d'histoire. Vous aurez alors compris que tout comme Jones fut autrefois maudit par Emu, c'est aujourd'hui au tour de son plus lointain descendant d'être corrompu par les pouvoirs du diable en personne. Les Davy deviendraient alors certainement le clan à l'histoire la plus tragique de One Piece, n'ayant jamais eu le droit au repos, même 800 ans après leur présumée disparition. Nous arrivons enfin à la dernière partie de ce chapitre à analyser, alors il me reste encore beaucoup de choses à dire, mais d'abord, il faut parler de Monkey D. Dragon. L'une des grandes révélations de ce chapitre est donc l'apparition de Dragon sur God Valley, sa présence ici même en tant que marine. Dragon a à ce moment-là 17 ans, un âge spécial qui symbolise pour Ace et Luffy l'année de leur passage à la vie adulte en prenant la mer pour accomplir leurs rêves et leur destinée. C'est à cet âge-là que Dragon découvrit la vraie face de la marine tant idéalisée par son père et comme il le dit si bien à Akuma au chapitre 1097, il n'a trouvé aucune justice au sein de l'institution qui se veut être la protection du peuple. En effet, Dragon se retrouve sans savoir pourquoi à combattre ceux qu'il doit de base protéger. Les instructions sont floues, mais il ne lui faudra pas longtemps avant de comprendre que bien quelque chose cloche. Sentiment davantage marqué lorsqu'il suivra des traces de sang qui le mèneront directement à une femme blessée, mourante, qui lui confie la protection de ses enfants. Cette femme, bien que ce ne soit pas confirmé pour le moment, nous pouvons comprendre qu'il s'agit de la mère de Shanks et Shamrock, car plus tôt dans ce chapitre, Garling a voulu se débarrasser d'elle en la poignardant lâchement devant ses enfants. Ironiquement, Dragon se retrouve alors en charge de la plus grande mission que le monde ait pu lui confier à ce jour, la protection des plus faibles. Ok, bon, décidément, ce chapitre n'a de cesse de nous surprendre et de nous révéler des informations dont nous n'avions pas connaissance. Enfin presque. La présence de Dragon sur God Valley, bien que jamais teasée jusqu'à présent, il y a 2 ans, eh bien, je vous l'avais quand même déjà annoncé. Dans la review du chapitre 1097, je vous disais ceci. La seule chose connue dans ce chapitre concernant son lien avec la marine, c'est qu'il n'a pas trouvé la justice qu'il recherchait dedans. On peut facilement imaginer qu'il a quitté le service militaire suite à un événement précis, et le seul que j'ai en tête et qui colle avec les autres événements de sa vie, c'est God Valley. C'est bien la seule guerre recensée mettant en scène des marines contre une injustice totale, à savoir de défendre des Tenryubito pour qu'ils puissent librement vaquer à leur occupation morbide. C'est une belle confirmation de théorie, mais pas seulement, car si Dragon venait à avoir vraiment participé à cette bataille, cela signifie autre chose, que je vous disais aussi dans cette review du chapitre 1097. Autre argument parfaitement en accord avec la présence de Dragon sur cette île, Rox dit Chebek. Le père de Luffy aurait pu voir dans le capitaine des Rox un véritable exemple à suivre. La graine de la révolution aurait été semée dans son esprit, dans l'esprit de Dragon, influencé à changer le monde par l'homme voulant devenir le roi du monde. Oui, vous avez bien entendu et bien compris, Chebek aurait été le modèle de Dragon sur God Valley, le voyant être le seul à se lever contre l'injustice du gouvernement, le voyant combattre pour sauver sa femme et son enfant de l'esclavage, voire même en parlant avec Chebek à un moment de l'histoire, la vision du monde de Dragon aurait changé. Dragon allait comprendre non seulement qu'il n'était pas du bon côté de l'histoire, mais qu'en plus, cette injustice du gouvernement pouvait être combattue car Chebek le faisait déjà. À ce moment-là, en découvrant l'incroyable destin du capitaine des Rox qui mourut en combattant pour ses principes, Dragon aurait été, pour la première fois de sa vie, imprégné d'une volonté. Il allait perpétuer le devoir et le désir de Chebek à détruire le gouvernement en renversant les Tenryubito. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que si cette idée arrive à vous intéresser, eh bien c'était précisément celle que je devais vous développer dans la deuxième partie de ma grande théorie sur God Valley. Dans les notes de cette vidéo qui n'a malheureusement jamais vu le jour et que j'ai commencé à écrire en avril 2020, j'avais imaginé que Chebek soit le premier révolutionnaire ayant inspiré Dragon, ce qui risque de se confirmer prochainement. Mais j'avais aussi dit que God Valley serait possiblement l'île de Barbe Noire si elle était inspirée de l'Amérique, vu que Teach, avant l'ellipse, a été vu à 3 reprises dans un lieu inspiré de ce continent, avec Drum et l'île en feu après Marineford qui abritait des totems propres aux civilisations amérindiennes, mais aussi Banaro, véritable copier-coller de God Valley. Aujourd'hui, nous apprenons bel et bien que Teach
Witch vivaient sur cette île dont est originaire Chebek. Et puis il y avait d'autres éléments intéressants comme par exemple quand je disais qu'Oda s'est inspiré de l'histoire des Amérindiens colonisés et forcés à être convertis au christianisme avec les esclaves des Tenryubito sur God Valley, correspondant totalement au désir du gouvernement de s'approprier cette île. Ou encore quand j'analysais les symboles amérindiens de l'Utah, état des États-Unis lié à la vallée des dieux qui aurait inspiré God Valley, eh bien l'existence des rochers des jumeaux de Navarro m'avait fait écrire que ça pouvait avoir un lien avec Chebek ou d'autres membres importants de God Valley. Alors c'était pas en lien avec Chebek mais avec Shanks et son jumeau Shamrock qui sont bien nés ici. Je suis passé à 2 doigts de pré-shot l'un des plus grands plot twists de One Piece, mais vu que ma flemme l'a emporté, je n'ai jamais conclu cette vidéo ni terminé les recherches. Ce qui est vraiment dommage, hein, puisque j'avais quand même découvert que Monument Valley, l'une des inspirations de God Valley du coup, était à un moment donné, d'après les Navarro, le terrain de jeu des dieux. Ah ben exactement ce que fut God Valley avec le tournoi des Tenryubito. Alors bon, je vous parle de ça parce qu'à l'époque j'avais quand même passé plus d'une semaine, voire 2 semaines même à écrire justement que des notes pour faire cette vidéo, mais je n'ai jamais été foutu de la continuer depuis 5 ans, vu que je ne risque pas de la faire aujourd'hui étant donné que toutes les révélations ont été faites, je me permets de mettre en avant les points sur lesquels j'avais le mieux visé, histoire de faire tranquillement le deuil de cette vidéo, qui aurait pu spoil beaucoup de choses de God Valley 5 ans avant son apparition. Dire que j'ai préféré faire des vidéos sur Yamato qui rejoint les Mugiwara. Allez bref, après cette parenthèse brossage d'ego, revenons sur Dragon et ce que sa présence sur God Valley signifie. Il est missionné par la mère de Shanks et Shamrock de sauver ses enfants, quoi qu'il en coûte, et ce qu'on sait c'est que Dragon ne va réussir qu'à moitié son objectif. En effet, Shanks a été retrouvé dans un coffre par l'équipage de Roger avec son nom sur un papier. Si nous pensions de base que c'était sa mère qui l'avait déposé dedans, il y a fort à parier que ce soit en réalité Dragon dans un ultime élan d'espoir de sauver la vie de cet enfant. C'est à Dragon que Shanks doit sa survie et son intégration au sein de l'équipage de Roger. Une symbolique somme toute exceptionnelle avec Luffy qui, abandonné par son père, ce même Dragon, a toutefois été sauvé par Shanks voyant en lui un véritable modèle et mentor. Sans même le savoir, Shanks aurait alors payé la dette à son sauveur en sauvant à son tour son propre enfant. Maintenant, il y a 3 nouvelles questions qui se posent autour du sauvetage des gamins Figarland sur God Valley. Dragon aurait-il pu manger son fruit du démon, celui lui permettant le contrôle du climat, en échangeant le contenu du coffre au trésor avec Shanks? Il y a en effet plusieurs fruits du démon qui ne semblent pas avoir été dévoilés à God Valley, et Dragon aurait pu manger l'un d'eux en parfaite connaissance de cause pour accomplir à bien sa mission de protection des enfants. Mais justement, quel a été le problème pour que Dragon ne puisse pas sauver Shamrock? Ce dernier fait aujourd'hui partie du gouvernement et des chevaliers divins, il n'a donc pas été sauvé par Dragon et protégé de l'emprise de Garling. Il se peut que ce soit un chevalier divin qui ait intercepté Dragon ou Garling lui-même. S'il n'a pas réussi à récupérer ses 2 enfants, il aura tout de même réussi à ramener Shamrock sur Marie-Joise. Est-ce que ça ne serait pas finalement la première et la plus grande défaite de Dragon? Avoir condamné Shamrock en ne pouvant le sauver, faisant de lui un pion manipulé par le gouvernement mondial? Est-ce qu'on ne verrait pas un Dragon rongé par les remords et les regrets dans ce flashback ou même plus tard lorsqu'il fera face au chevalier divin ou surtout lorsqu'il fera face à Garling? Après tout, un lien unit désormais Dragon, chef des révolutionnaires, au nouveau dieu de la science du Gorosei. Ce lien est l'indice parfait qui nous manquait pour s'assurer d'une chose, l'un des premiers et derniers combats de Dragon dans l'œuvre l'opposera alors au monstre qu'est Garling. La rancœur de Garling de lui avoir volé l'un de ses 2 précieux fils, la rancœur de Dragon de ce manque d'humanité et de compassion pour la vie en ayant ôté celle de la mère de Shanks et Shamrock, aujourd'hui il est indéniable que ces 2 monstres vont s'affronter. Ce n'est pas pour rien qu'à la page finale du chapitre 1121, Dragon et Garling sont dessinés et placés de la même façon, leurs regards prêts à se croiser. L'ancien leader des chevaliers divins et nouveau membre des 5 doyens sera l'adversaire qui révélera la véritable puissance de Dragon, celle qui fera prendre conscience au monde et aux lecteurs de l'œuvre pourquoi cet homme est considéré comme le criminel le plus dangereux de la Terre. Après avoir fini avec cette partie sur Dragon et les Figarland et avant de répondre à vos questions dans le grand courrier de Goji que je vous ai préparé, j'ai toute une partie de choses en vrac autour du chapitre que je ne savais pas vraiment où placer dans la review. Ce fourre-tout n'en restera pas moins intéressant et vous allez voir avec le premier sujet. Est-ce Moria, enfant que nous voyons dans ce chapitre aux côtés de ses parents? Allons directement à l'essentiel, beaucoup de ses traits physiques ne se retrouvent pas, par contre, il faut bien avouer qu'il ressemble quand même vraiment à Moria dans son enfance. Ce qui est bizarre, c'est qu'en plus ça colle bien avec l'âge vu que Moria devait avoir à peu près 11 ans lors de l'incident de God Valley, mais aussi que la jeune fille se trouvant à côté de lui pourrait être Sindri, la célèbre actrice zombifiée par Hogback. Tout comme Moria, elle vient de West Blue, mer où se trouve God Valley, et la ressemblance est vraiment frappante. Concernant Moria et vu à quel point l'histoire orbite autour de lui depuis quelques chapitres, lui qui a récupéré le corps de quasiment tous les Rocks et qui dans la dernière mini-aventure de Yamato
bientôt se révéler comme Kozuki Moria sur sa tombe à Ringo, eh bien il est loin, très loin d'être improbable qu'Oda ne dévoile pas davantage son histoire aujourd'hui et dans les prochaines semaines. Ce qui correspondrait d'ailleurs bien avec ma théorie quand je vous disais que Moria pouvait être un esclave de God Valley et qui aurait vu les Rocks comme des libérateurs de ces malheureux, expliquant pourquoi il a cherché à recréer cet équipage à leur mort. Détail supplémentaire et non des moindres, enfant, Moria portait des bottes avec des éperons, un nouveau rappel de l'Amérique bien western qui a inspiré Oda pour la création de God Valley. Après avoir été libéré de ses entraves ici, il aurait été alors téléporté, peut-être quelque part vers Wano Kuni, expliquant pourquoi il est arrivé de West Blue dans le village de Ringo. Dans ce flashback, nous voyons Morgans jeune, très jeune même, et comme vous l'aurez remarqué, déjà là il avait son fruit du démon de l'Albatros. Va-t-on voir un jour son vrai visage? Rien n'est sûr. Cependant, une chose est certaine, il n'a strictement pas changé et reste toujours autant amoureux des potins capables de changer la face du monde. Notons quand même que c'est véritablement grâce à Ginny, Ivankov et lui que l'information d'une chasse à l'autochtone avait lieu sur God Valley. Sans ça, jamais ni les Rocks ni l'équipage de Roger ne s'y seraient rendus et le destin de Shanks et Teach aurait sans doute été bien plus sombre sans ces trois personnages qui ont changé l'histoire. Plus précisément, Teach serait mort et Shanks serait un chevalier divin aux côtés de Shamrock. En parlant de Barbe Noire, il est crucial de noter que malgré sa présence ici avec sa mère, nous avons déjà la certitude qu'il allait pouvoir s'en sortir, lui, mais aussi sa génitrice, puisque dans l'un des One Piece magazines, il est révélé qu'Ace la rencontrera, elle et ses deux sœurs. Donc, ils feront forcément partie des 500 esclaves sauvés par Kuma grâce à son fruit du démon, et ça c'est magnifique et surtout assez fou cette connexion qu'ils ont que jamais on n'aurait pu imaginer avant cela. Par contre, précisons deux choses, à un moment, Teach et sa mère seront séparés car Teach sera seul sur l'île où Barbe Blanche le trouve, il est alors probable que cette séparation se fera au moment de God Valley et que Kuma n'enverra pas la famille de Chebek ensemble au même endroit. Ensuite, sauf si la mère de Teach est enceinte à ce moment-là, il y a fort à parier que les deux sœurs de Teach ne soient pas les filles de Chebek, mais celui d'un autre homme avec qui elle aurait refait sa vie après l'incident de God Valley et la mort de Chebek. À vrai dire, je doute qu'on ait davantage d'informations sur ces deux femmes ou même sur la mère, mais en tout cas, je retiens qu'on aura vu celle de Teach et celle de Shanks avant celle de Luffy, et ça, c'est quand même quelque chose. D'ailleurs, parfait sujet pour rebondir sur celui-ci, est-ce que la famille de Chebek serait ce qu'a trouvé Garling dans le dernier chapitre? Plus précisément, ce qui intéresserait tant Imu ne serait nul autre que la découverte de la survie du clan Davy au sein de God Valley, tout simplement. Nouveau sujet, les lapins super rares de God Valley. Ces esclaves dont le nombre n'a été révélé que dans le flashback de Kuma se composent apparemment de boucaniers avec Kuma, mais aussi de membres de la famille Davy avec Teach et sa mère, ce qui signifie qu'il y a encore 10 lapins super rares qui pourraient appartenir à des races ou des clans très particuliers. God Valley étant appelé dans ce chapitre l'île du destin, il y a fort à parier que d'autres légendes de One Piece s'y trouvent, des personnages que l'on connaît très bien aujourd'hui appartenant par exemple au Shichibukai ou au Supernova. Je vais pas forcément dresser une liste quelconque, mais Moria pourrait en faire partie, effectivement. Si vous avez des propositions, eh bien n'hésitez pas à les poster en commentaire, on les étudiera. Pour finir avec les petits sujets en vrac, là, ça ne vous a sûrement pas échappé, mais alors que les coffres censés contenir les fruits du démon à des récompenses se comptaient au nombre de 6 dans le chapitre 1096, se comptent désormais au nombre de 9 dans ce chapitre. Alors je pense qu'il y a eu une erreur de la part d'Oda, même si les deux scènes ne se passent pas au même moment, il doit y avoir un truc qui cloche pour ajouter comme ça 3 coffres supplémentaires, sachant que ces mêmes coffres ne ressemblent plus du tout à ceux du chapitre 1096. La bonne version serait donc celle d'aujourd'hui, et on pourrait imaginer qu'à l'intérieur de ces coffres se cachent les fruits des sœurs Boa qui leur ont été donné par des Tenryubito, celui de Kuma et Kaido évidemment, mais peut-être aussi l'un des fruits du démon des enfants de Big Mom puisqu'elle voulait en récupérer pour eux dans ce chapitre. La théorie que Dragon ait récupéré le sien ici reste également très bonne, mais là encore si vous avez des propositions, allez-y bombardez, car si plusieurs fruits du démon se cachent vraiment ici, alors la révélation risque d'être faite dans les prochains chapitres. Bon messieurs dames, la vidéo n'est pas encore terminée car il y a encore beaucoup de choses que je n'ai pas dites. Heureusement, je peux compter sur vous car vous m'avez tellement spammé de questions sur Twitter pour le courrier de Goji que vous m'avez limite donné du contenu à faire pour une deuxième vidéo entière. Alors écoutez, ne perdons pas plus de temps et c'est parti. Salut Goji, One Piece nous a montré que souvent, observer les environnements peut nous aider à apprendre l'histoire de certaines îles et peuples. Pour toi, la séparation entre les deux pics de God Valley est naturelle ou ça a été fait par quelqu'un, quelque chose? Alors, je t'avoue que de base, je me posais pas du tout la question sur God Valley, parce que les îles de One Piece ont tendance à toujours avoir des formations géologiques un peu uniques. God Valley ne déroge pas à la règle et reste même assez fidèle, même je trouve, au paysage montagneux des États-Unis. Par contre, vu que cette île semble être particulière, qu'elle semble avoir une histoire riche et des ressources précieuses, eh bien, il n'est pas con d'imaginer que, ouais, elle doit son apparence à un événement du passé, surtout que dans les mythes et légendes de notre monde, de nombreuses montagnes ou autres paysages au caractère très singulier ont des histoires incroyables à raconter, comme la chaussée des géants en Irlande du Nord qui serait un chemin créé par un géant, voilà. Donc je ne saurais pas te dire précisément la nature de l'apparence de God Valley, ni si par exemple elle aurait été coupée en deux par la grande épée sur Plombin Elbaf, mais je ne serais pas du tout étonné d'apprendre qu'un événement a scindé cette montagne par le passé.
Le gouvernement mondial a essayé d'éteindre la lignée Davy avant son avènement. Les Davy sont-ils les ancêtres des Dee et qu'est-ce que les Davy ont-ils pu faire pour devoir être éteints par le gouvernement? Encore aujourd'hui, je doute qu'ils sachent que Teach soit le fils de Chebek ou qu'il soit un Davy. Alors, dans la théorie que j'ai pu faire sur Vanderdecken et Davy Jones, là, leur lien, le point de la recherche de Poséidon, une arme antique capable de détruire le monde, pourrait être assez cohérente pour justifier une peur et un bannissement de la part d'Imu et des rois de l'époque. Après, c'est pareil, chercher ce qu'ils ont pu faire maintenant revient à jouer au loto toutes les semaines. On va dire des choses au pif, juste guidées par nos sentiments, parce que lorsque l'histoire des Davy sera révélée, elle sera dans un tout nouveau contexte, un tout nouveau scénario, et donc c'est compliqué de, pour l'instant, imaginer tout ce qui va composer ce scénario dont on n'a pas encore l'existence, la connaissance. En tout cas, il semblerait que les Davy se soient opposés au gouvernement et que tout comme Zunesha, ils aient subi un bannissement, une espèce de malédiction. Si jamais la théorie qu'il s'agit de Joy Boy se confirme, ça serait du coup parfaitement logique. Concernant ton doute sur Teach, connu comme étant le fils de Chebek ou des Davy, vu qu'à la fin du chapitre, les Tenryubito se vantent d'avoir des esclaves du clan Davy et que Teach apparaît une case avant, je pense qu'ils le savent totalement du coup. Et ça explique aussi les paroles de Saturn à Devon que sa lignée était spéciale. Donc si, le gouvernement semble savoir absolument tout de Teach. Hello Goji, pas une question mais j'aimerais attirer l'attention sur le trait d'Oda concernant les dragons célestes quand il voit Shaki. Malgré une réaction similaire, les émotions montrées par le dessin sont très différentes de celles de Rox ou Roger. Alors oui, exactement, et c'est même intéressant de le relever parce qu'il donne effectivement la sensation de trouver Shaki belle, les cœurs, etc., mais pas de la même façon que les autres. Comme si Oda avait réussi à donner un sentiment de perversion dans leur réaction, là où les pirates tombaient purement et simplement amoureux d'elle. Et en fait, c'est sûrement normal parce que les Tenryubito veulent posséder, ils veulent tout avoir. Shaki n'est pas que la plus belle femme du monde à leurs yeux, elle est un trophée, une nouvelle preuve de leur emprise sur l'être humain. C'est pourquoi elle est d'ailleurs présentée comme un objet, une récompense, là où les pirates en général voyaient en elle une sorte de déesse de la beauté inaccessible. Et ouais, et à ce qui paraît, c'est les pirates les méchants dans l'œuvre. Salut, le vrai nom de Rox Chebek nous a été caché par le gouvernement mondial. Penses-tu que d'autres grands noms de la piraterie auraient pu être dissimulés, notamment le nom Monkey? Honnêtement, ouais, j'en suis persuadé. Même le fait que Luffy soit descendant d'une branche des Davy ne m'étonnerait même pas. Je devais même le rajouter dans la théorie, mais c'était un peu trop long et difficile à développer. En tout cas, il est totalement possible que les Monkey ne soient qu'un nom d'emprunt, mais que personne ne le sache au sein de cette famille. C'est possiblement le cas avec une grande partie des Dee, même si ça reste toujours autant mystérieux que le Dee soit à un moment caché et tabou et à un autre moment dévoilé dans toutes les primes. Ça me fait penser à ce chapitre où le Gorosei gueulait là parce que la nouvelle prime de Luffy dans son apparence de Nika comportait le Dee de Monkey D. Luffy. Sauf que je me disais, mec, c'est trop tard. Au bout de 3 ans d'aventure, tout le monde connaissait le Dee dans le nom de Luffy, surtout après toutes les dingueries qu'il a faites, tu vois. Donc voilà, tu vois, ces scènes cheloues me laissent penser qu'elles sont justifiées le jour où nous apprendrons la vraie nature de la transmission du Dee et que peut-être, comme le disaient Ace et Luffy à Sabo étant enfant, le Dee peut se donner oralement sans avoir besoin d'un lien familial. Salut Goji, quand Chebek dit que son clan famille réside à God Valley, se pourrait-il qu'il ait un refuge ou un accès au fond marin où se cacheraient d'autres Dee? Du coup, ça fait totalement écho à ma théorie sur le monde des ténèbres, donc je vais pas tout raconter. Par contre, ça me permet d'ajouter une précision. Ce passage dans cette terre creuse, cachant une civilisation qui évoluerait dans la cité d'Emeraude par exemple, pourrait se trouver à plusieurs endroits du monde, dont God Valley. God Valley aura très probablement un passage souterrain menant vers un secret de l'île, et si cette île est liée au Davy, le monde des ténèbres se trouverait juste en dessous. Salut Goji, d'Ivoire, suis-je le fou du bus à penser que Rox va être trahi par son équipage parce qu'à un moment il devra choisir de sauver soit sa femme et son fils ou bien Shaki? T'es pas le fou du bus du tout, mais par contre moi je reste taqué. Je viens pas avec toi, je pense vraiment que les Rox seront du côté de Chebek, je pense vraiment que les prochains chapitres même, dont la mort de cette légende, marquera un moment émouvant où nous découvrirons que malgré ce qu'ils laissaient tous sous-entendre, les Rox étaient attachés à leur capitaine. Qui ne pourrait pas s'attacher à lui en vrai? Il les a portés au sommet de la piraterie et aujourd'hui il va mourir pour sa famille quand on a un Barbe Blanche qui a toujours voulu une famille justement et une Big Mom qui a le plus grand réseau d'enfants du monde. Oui, je pense que Chebek les touchera au plus profond de leur cœur. Et en vrai, je l'espère parce que si c'est pas le cas, je vais tellement cracher à la gueule des empereurs, ça va être une folie. Hello Goji, on comprend mieux la conversation entre Roger et Garp dans sa cellule pour sauver Ace. Ils ont dû voir tous les deux sur God Valley que quand le gouvernement veut détruire ta lignée, il recule devant rien. Exactement, la dévotion et l'histoire de Chebek a dû laisser de terribles marques dans leur esprit. Chebek ne mourra pas comme un ennemi du monde, mais très probablement comme un exemple pour ses ennemis qui lui offriront tous les honneurs qui soient. En fait, si justement Chebek meurt de la même façon qu'il a vécu et de ce qu'on a vu dans son flashback, je vois pas à quel moment des personnages comme Roger ou Garp pourront continuer de le haïr. Donc oui, le parallèle que tu as évoqué est très bien ficelé et j'ai hâte d'avoir leur réaction. C'est pas vraiment une question sur le chapitre, mais étant donné que c'est probablement le dernier avant la fin de Chebek, ça serait cool d'avoir ton point de vue sur le personnage et à quel point c'est un perso incroyable qui apparaît après 1100 chapitres. En vrai, comme vous je pense,
ça a été un coup de cœur à sans faute, une magnifique surprise que j'attendais absolument pas. Déjà, je l'attendais pas dans l'arc d'Elbaf, donc là vraiment j'ai été totalement brain par Oda, mais en plus je le pensais vraiment mauvais, vraiment méchant. Sengoku m'avait totalement convaincu, j'étais totalement tombé dedans. Et en fait, pour dire vrai, je suis dégoûté de m'être autant attaché à lui parce que il va mourir et je peux pas me réjouir de la mort d'un personnage comme Chebek. Oda rend le processus trop douloureux, surtout que sa fin est tragique. Il meurt sur son île natale pour protéger sa famille qui subit la malédiction de son nom et il n'a même pas pu être aidé par l'un des seuls amis qu'il avait, Harald, même après lui avoir demandé son soutien en sentant que la chance lui tournait le dos. C'est trop triste, vraiment, ce personnage c'est une légende. Encore une fois, Oda prouve à quel point il maîtrise sur le bout des doigts l'écriture de ses persos et même après des dizaines d'années d'existence, ça reste toujours autant choquant. Donc dites-moi ce que vous avez pensé vous de Chebek, mais je pense vraiment que globalement on sera tous d'accord sur le sujet, ouais. Yo Goji, j'ai deux questions. Où se trouve Baggy dans son histoire? J'ai l'impression que Chebek n'est pas un ennemi de Roger, mais plutôt un rival. Donc Chebek aurait-il sombré à God Valley, ce qui aurait obligé Roger à l'abattre? Bon, alors Baggy, c'est une très bonne question parce que si Oda ne l'introduit pas ici, alors que nous sommes quand même dans l'une des histoires les plus importantes de One Piece, qu'est-ce qu'il prépare pour ce perso? Sachant que Baggy avait l'âge de Shanks à cette époque, donc c'est obligé qu'il prépare quelque chose le concernant. Si c'est pas sur God Valley, ça sera ailleurs. Ne vous inquiétez surtout pas. Franchement, après avoir vu ce flashback et le niveau qui fait que grimper, j'ai aucun doute que l'histoire de Baggy sera parmi les meilleurs de One Piece et même qu'il puisse à son tour être connecté à la lignée des Davy. Davy dit Baggy, ça sonne beaucoup trop bien pour passer à côté. Pour Chebek qui sombre à God Valley, si l'idée qu'Imu apparaît vraiment sur l'île se confirme, il y a quand même un monde où le Domi Reversi pourrait avoir un effet sur lui et donc le transformer en véritable berserker démoniaque. Bon, ça paraît un petit peu trop et ça frôle vraiment la fin de fiction pour le coup, mais c'est un scénario à prendre en compte, je trouve, car là encore, il va falloir que sa mort soit à la hauteur de sa vie et ça risque d'être très difficile de faire mieux. Hello Goji, j'espère que tout va bien, ton travail est toujours incroyable sur tes vidéos, merci infiniment, mon ref, ça fait plaisir. Ça va, oui. J'ai une question concernant Barbe Noire. Maintenant que l'on voit qu'il était présent sur God Valley, penses-tu que l'on verra le moment où il a pu se tourner vers le mal? Le mec n'a jamais pu dormir de sa vie, il a perdu sa famille et si ma théorie se confirme, il a littéralement été maudit par le diable en personne. Donc ouais, je pense que Teach s'est tourné vers le mal petit à petit, qu'il n'a pas eu qu'un seul élément déclencheur, hein, plusieurs. En tout cas, quand Barbe Blanche l'a récupéré, il devait déjà avoir à ce moment-là une idée de la vie qu'il voulait mener, donc j'imagine que ça sera pleinement dévoilé dans son flashback à lui, qui sera au passage l'un des tout derniers de One Piece. Salut Goji, quelle est la particularité du clan Davy? Est-ce pour ça que la lignée de Teach est spéciale? En vrai, si on ne réfléchit à aucun autre scénario et qu'on va dans la facilité absolue, les Davy pourraient être spéciaux en ayant une composition corporelle différente. Ils pourraient manger de fruits du démon par exemple ou avoir cette particularité de ne jamais dormir. Il peut y avoir aussi un système à la One for All de My Hero Academia, une volonté, une force qui se perpétue volontairement et de parents à enfants depuis 800 ans avec comme objectif commun la destruction du gouvernement pour venger leur ancêtre Davy Jones. Bref, des particularités de ce côté-là me semble parfaitement envisageable, ouais. Salut Goji, penses-tu que Dragon a gardé secret ses liens avec Luffy pour éviter qu'on lui fasse une God Valley à l'île de Down? Ah bah non, c'est pas que je le pense, c'est littéralement le cas. D'ailleurs, tu n'as peut-être pas remarqué, mais la phrase de Dragon qu'il disait à Kuma, un enfant est la plus grande faiblesse d'un parent, a aussi été prononcée dans ce chapitre par Harald quand Chebek lui a raconté son histoire en lui avouant la présence de sa femme et son fils sur God Valley. Harald lui dit « Pourquoi est-ce que tu me dévoiles un tel point faible ?» Donc, les puissants de ce monde, les criminels, etc., savent très bien que leur progéniture est leur pire point faible. C'est pourquoi Dragon n'est pas du tout un mauvais père en fait, au contraire il protégeait son fils et se protégeait lui-même du combat humain qu'il mène. C'est aussi le cas pour Roger d'ailleurs, donc que Barbe Blanche n'ait par exemple jamais avoué que Weeble était son fils était peut-être vraiment une stratégie pour le préserver depuis tout ce temps, pourquoi pas. Salut Goji, penses-tu que le monde des ténèbres dont Chebek fait référence ne serait pas lié au Yami Yami no Mi? Alors moi je suis parti sur une toute autre théorie, mais oui effectivement c'est totalement envisageable. J'y ai pensé également puisque pour le coup c'est vraiment la même chose. Ça parle de ténèbres et les ténèbres avec la famille de Teach ça ne peut qu'évoquer le Yami Yami no Mi. Après je pense bel et bien que les ténèbres de Teach représentent un monde parallèle au nôtre, donc ça correspond bien et je l'ai d'ailleurs pas mal développé dans la review du chapitre 1140 si je dis pas de bêtises. La révélation du terme abysse par les chevaliers divins m'a permis de développer une grosse théorie à ce sujet. Mais à l'origine même, lors de ma vidéo dédiée sur Chebek et God Valley, je vous disais aussi que God Valley avait été englouti par le Yami Yami no Mi car Chebek en était l'utilisateur à l'époque, dissimulant ce pays dans les ténèbres de ce fruit. Donc je ne sais pas quelle théorie je préfère, mais je crois quand même que celle que je vous ai présentée aujourd'hui avec la civilisation cachée des races perdues du monde m'a vraiment fait un effet de fou. L'autre, c'est plus une théorie de cœur que j'ai depuis des années et qui était d'ailleurs ma première sur Chebek.
Teach a quand même attaqué la base de l'armée révolutionnaire alors que Dragon l'a sauvé. Et non frérot, Dragon a sauvé Shanks, il n'a pas sauvé Teach. Enfin, on sait pas vraiment ce qui s'est passé par la suite, mais là tu t'es emmêlé les pinceaux, comme beaucoup d'ailleurs de ce que j'ai pu voir, et tu as dû croire que la personne que Dragon a rencontrée à la fin était la mère de Teach, sauf que c'était bel et bien la mère de Shanks qui a rampé dans une maison blessée par Garling et qui a demandé à Dragon de sauver ses enfants, les jumeaux Figarland. Mais bon, ça se trouve, il va vraiment sauver Teach aussi, hein, ça change pas. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, rien n'est certain, mais même si c'était le cas, Teach n'est ni censé le savoir, ni obligé d'être reconnaissant envers son sauveur. Eh bien les bros, c'est enfin fini. Merci à tous d'avoir regardé cette longue review sur un chapitre qui le méritait plus que largement. J'ai vraiment fait en sorte d'être le plus complet possible sur tous les sujets. J'espère que vous avez kiffé, que le temps passé dessus valait la chandelle. Merci à nouveau à vous tous. Avant de conclure cette review, petit rappel, la mise en ligne de mon compte Vinted Gyonko Goji aura lieu à la fin du compte à rebours. Pensez à vous abonner à mon compte pour ne rien manquer et profiter des objets One Piece que je vous propose. Encore une fois, l'appli est 100% sécurisée et surtout sans frais pour les vendeurs. Alors n'attendez pas que vous soyez vendeur ou acheteur, c'est le moment parfait pour vous y lancer. Merci encore pour votre soutien, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour le travail effectué et normalement si tout se passe bien, rendez-vous ce soir en live sur ma chaîne Twitch pour reparler de ce chapitre. Je vous dis à très bientôt les bros pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous et de vos proches, peace.